première vidéo sur les espaces vectoriels. Alors on va voir des espaces vectoriels, ce sont des espaces, des ensembles qui ont des propriétés bien particulières. Et ce qu'on pourra voir dans la suite, dans d'autres vidéos, c'est que dans ces espaces vectoriels, eh bien, on va pouvoir dire des choses bien particulières et qui ne seront vraies que dans des espaces vectoriels. Donc le premier point avant d'aller travailler dans ces espaces vectoriels, c'est déjà de savoir ce que c'est. Donc on va commencer dans cette vidéo par la définition d'un espace vectoriel et puis on verra quelques exemples. Alors, on va parler ici d'espaces vectoriels réels et uniquement d'espaces vectoriels réels. Alors un espace vectoriel réel, ou on dit aussi un espace vectoriel sur R, ou on peut parler de R espace vectoriel, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est avant tout la donnée d'un ensemble non vide, V. Tant qu'à faire, autant prendre un ensemble avec des choses dedans, au moins on aura des choses à raconter. Les éléments de V sont appelés des vecteurs. D'accord? Donc vous avez vu la notion de vecteur lorsque vous étiez au lycée, et vous avez vu la notion de vecteur comme étant des déplacements qu'on fait dans R2, dans R3, et puis vous avez pris l'habitude de noter ça avec des flèches, avec un point de départ, un point d'arrivée, etc. En réalité, ça c'est un cas particulier de vecteur comme on va le voir, et encore avec un point de vue géométrie plutôt qu'un point de vue algèbre linéaire. Donc la vraie définition d'un vecteur, c'est tout simplement un élément d'un espace vectoriel. Donc je prends mon ensemble non vide grand V et je lui ajoute deux opérations. La première opération, c'est ce qu'on appelle une loi de composition interne. On la note avec un plus, et cette loi, cette opération, elle prend deux vecteurs U et V de grand V, et elle associe un troisième vecteur de grand V qu'on va noter U plus V. Donc, loi de composition interne, parce que je prends deux vecteurs de V, et ça me donne un vecteur de V. Et puis, deuxième opération, une loi de multiplication externe, alors on la note éventuellement avec un point, en général on la note avec rien du tout, et donc on prend un vecteur U de V et un réel lambda, un nombre réel lambda, et on crée un nouveau vecteur de V qu'on va noter lambda U. Alors si vous voulez, entre guillemets, lambda fois U, c'est une multiplication, mais on va juste noter lambda U. Donc pourquoi externe? Parce que je prends un vecteur de V, mais je vais le multiplier par un réel lambda. Attention, lambda U, pas U fois lambda, il y a un ordre précis ici. Donc, un espace vectoriel, c'est un ensemble non vide, deux opérations, une loi de composition interne et une loi de multiplication externe. Et en plus de ça, on va exiger un certain nombre de propriétés sur ces deux lois. Alors, premier groupe de propriétés qui concerne plus particulièrement la loi interne. Alors, premièrement, on a ce qu'on appelle l'associativité. Lorsque je prends trois vecteurs U, V, W dans grand V, faire d'abord U plus V et ensuite rajouter W, c'est pareil que faire d'abord V plus W et ensuite rajouter U. Donc en gros, ça veut dire que je peux enlever mes parenthèses, je peux faire ma somme dans l'ordre que je veux. En tout cas dans l'ordre, c'est-à-dire en commençant par la somme que je préfère. Deuxième propriété, on a ce qu'on appelle la commutativité. C'est-à-dire que quand je prends deux vecteurs de V, disons petit u et petit v, que je fais la somme, u plus v c'est pareil que v plus u. Ça veut dire qu'avec la propriété d'associativité, oui, une somme de trois vecteurs, je peux faire vraiment dans l'ordre que je veux. Troisième propriété, il existe un unique vecteur de V qu'on va noter 0, qu'on va appeler élément neutre, qui vérifie, quel que soit le vecteur V de grand V, 0 plus V est égal à V plus 0 est égal à V. Alors, le fait que 0 plus V est égal à V plus 0, ça c'est la commutativité. Il n'y a rien de nouveau ici. Par contre, j'ai V plus 0 qui est égal à V.
Alors attention, oui, on le note 0, mais 0, ça peut être plein de choses différentes, hein. On le verra dans les exemples suivants. Et puis 0 peut être en fait pas 0. Hein. Le neutre peut ne pas être le vrai 0 comme on l'entendrait. Quatrième propriété, à tout vecteur v de grand V, eh bien on associe un unique vecteur de grand V qu'on va noter moins V, qu'on va appeler symétrique ou inverse de V, et qui vérifie V plus notre vecteur symétrique, donc V plus moins V, qui est égal à 0, 0 étant le neutre qu'on a trouvé à la propriété A3. Et puis bien évidemment, hein, comme on a la commutativité, c'est pareil que moins V plus V. Et puis ensuite, on a un deuxième groupe de propriétés qui là va faire intervenir la loi externe. Alors, pour tout réel lambda et mu, et pour tout vecteur v de grand V, eh bien lambda fois mu v, c'est égal à lambda mu, le tout fois v. Hein, donc attention, là j'ai le vecteur mu v que je multiplie par lambda, là j'ai le vecteur v que je multiplie par le nombre lambda mu. Mais ça revient au même, et donc je vais pouvoir aussi enlever mes parenthèses, hein, je fais le calcul un petit peu dans l'ordre que je veux, attention, alors on peut faire un mu fois lambda v, c'est bon, mais on a bien le vecteur à droite et les nombres à gauche. Propriété suivante, donc je prends encore une fois lambda mu de réel quelconque, je prends v un vecteur de v quelconque, et bien lambda plus mu, le tout fois v, donc le nombre lambda plus mu fois le vecteur v, et bien c'est égal à lambda v plus mu v. J'ai une sorte de distributivité ici. La suivante, alors si je prends cette fois un réel lambda et deux vecteurs uv dans grand V, eh bien faire lambda fois le vecteur u plus v, c'est pareil que faire lambda u plus lambda v. Encore une fois, on a une sorte de distributivité ici. Et dernière propriété, eh bien 1 fois v, le nombre 1 fois le vecteur v, ça doit être égal au vecteur v, et ça pour tout vecteur v dans grand V. Donc, si on a un ensemble non vide avec une loi de composition interne, une loi de multiplication externe, et qui vérifie les 8 propriétés qu'on a là, eh bien on a un espace vectoriel. Et s'il y a ne serait-ce qu'une propriété qui est fausse pour, je sais pas moi, un couple de vecteurs, fini, c'est pas un espace vectoriel. Et au contraire, si je sais que j'ai un espace vectoriel, ça veut dire que ces 8 propriétés sont vérifiées. Alors, voyons quelques exemples d'espaces vectoriels pour bien comprendre ce qu'on va pouvoir faire ensuite avec nos espaces vectoriels. Alors, premier exemple, eh bien, l'espace R3 est un espace vectoriel avec les règles usuelles d'addition et de multiplication par un scalaire. Alors, comment est-ce qu'on formalise ça? Eh bien, tout simplement, on va dire que l'ensemble R3, eh bien, il est formé des triplets ordonnés x égale x1, x2, x3, où on a x1, x2, x3 qui sont 3 réels. Ensuite, pour définir l'opération plus, eh bien, on utilise l'addition usuelle de R, et donc on va faire x1, x2, x3 plus y1, y2, y3, eh bien c'est tout simplement x1 plus y1, x2 plus y2 et x3 plus y3. Je fais la somme coordonnée par coordonnée, si vous voulez, hein, en se référant à la notion de vecteur de R3 que vous avez vu en géométrie au lycée. Et puis, multiplication par un réel, lorsque je veux multiplier par le réel lambda, hein, quelconque, eh bien lambda fois le vecteur x1, x2, x3, c'est lambda 1, lambda x1, lambda x2, lambda x3, c'est-à-dire que je multiplie coordonnée par lambda. Alors, est-ce que oui, c'est bien un espace vectoriel? Il suffit quasiment de l'écrire. Alors, est-ce qu'on a bien une loi de composition interne? Oui, puisque quand je prends deux vecteurs de R3 et que je fais la somme, j'obtiens bien un vecteur de R3, hein, il a bien 3 coordonnées et 3 coordonnées réelles. Donc oui, j'ai bien une loi de composition interne.
Est-ce que ma multiplication est bien une loi de multiplication externe? Bah oui, je prends un réel fois un vecteur de R3, ça me donne un vecteur de R3. Et maintenant, est-ce que les propriétés sont vérifiées? Eh bien, allons-y. Alors, si je prends... Alors attention, hein, dans tout ce que je vais faire ici, je vais très mal rédiger les choses. Ce qui m'importe, c'est que vous compreniez comment ça marche plus que écrire correctement les choses. Alors, je vais prendre... allez, on va prendre U, ça va être x1, x2, x3. On va prendre V, ça va être y1, y2, y3. Et W, eh ben on va dire que c'est Z1, Z2, Z3. Allez, pourquoi pas. Hop, ça ira très bien. U plus V, c'est quoi? Bah, U plus V, c'est donc x1, x2, x3 plus y1, y2, y3, c'est-à-dire x1 plus y1, x2 plus y2 et x3 plus y3. Maintenant, si je calcule U plus V plus W, je prends mon vecteur que je viens d'écrire, auquel je rajoute Z1, Z2, Z3. Donc, je vais avoir x1 plus y1 plus z1, x2 plus y2 plus z2, et puis x3 plus y3 plus z3. Alors ici, j'ai mis des parenthèses pour bien signaler que c'est la coordonnée de U plus V à laquelle j'ajoute la coordonnée de W, mais en réalité, on sait qu'on peut les enlever, ces parenthèses. Ce sont des nombres, hein. Chaque coordonnée, ce sont des nombres réels, et on sait que quand on fait la somme de trois nombres réels, il n'y a pas d'ordre pour faire la somme, ça donne le même résultat. Si je fais V plus W, V plus W, ça me donne quoi? Ça va me donner Y1 plus Z1, Y2 plus Z2 et Y3 plus Z3. Et donc, quand je fais U plus V plus W, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'ai donc X1 plus le Y1 plus Z1, X2 plus Y2 plus Z2, et X3 plus Y3 plus Z3. Et encore une fois, j'ai mis des parenthèses pour bien montrer que on a fait U plus le vecteur V plus W, mais à nouveau, ce sont des réels, donc je peux enlever les parenthèses. Et on constate que, oui, j'ai bien l'égalité entre ce vecteur-là et ce vecteur-là. Coordonnée par coordonnée, en fait, j'ai x1 plus y1 plus z1, j'ai x2 plus y2 plus z2, et j'ai x3 plus y3 plus z3. Donc oui, j'ai bien l'associativité. La commutativité, c'est pareil, donc je vais prendre U qui va être x1, x2, x3, et puis V qui va être y1, y2, y3. Quand je fais U plus V, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x1 plus y1, x2 plus y2 et x3 plus y3. Lorsque je fais V plus U, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens y1 plus x1, y2 plus x2 et y3 plus x3. Et là, il se trouve que, comme on a des nombres, x1 plus y1 et y1 plus x1, c'est bien égal. De la même façon, x2 plus y2, c'est égal à y2 plus x2, et x3 plus y3, c'est égal à y3 plus x3. Donc ça veut dire que mes deux vecteurs ici sont bien égaux. Donc oui, j'ai la commutativité. Propriété suivante, est-ce qu'on peut trouver un vecteur ici de R3 tel que quand je prends n'importe quel vecteur de R3, que je l'additionne avec l'autre, ça me donne le premier. Alors prenons, allez, on va prendre tout simplement x, y, z. Est-ce que je peux trouver un vecteur de R3, donc à 3 coordonnées, tel que quand je vais faire la somme, je vais trouver x, y, z? Oui, il suffit de prendre 0, 0, 0. Dans ce cas-là, quand je vais faire la somme des deux, je vais avoir x plus 0, je vais avoir y plus 0 et puis z plus 0, c'est-à-dire x, y, z. Donc oui, je peux trouver un vecteur, et il n'y en a rien qu'un, de R3, tel que, quand je fais
mon vecteur plus n'importe quel vecteur v, ça me donne le vecteur v. Et à nouveau, on a démontré la commutativité juste avant, donc j'ai pas besoin ici de démontrer que 0, 0, 0 plus n'importe quel vecteur, ça donne bien le vecteur v. Donc, ce vecteur-là, 0, 0, 0, eh bien c'est celui-là qu'on va appeler le 0 ou le neutre de R3. Propriété suivante, est-ce que je peux trouver un symétrique ou un inverse? Alors, là c'est le même principe. Donc je vais prendre un vecteur quelconque x, y, z. Est-ce que je peux trouver un vecteur avec 3 coordonnées tel que quand je fais la somme des deux, ça me donne 0, 0, 0. Mon neutre de tout à l'heure, celui qu'on vient de trouver. Bon bah là, oui, on le voit bien, si je prends moins x, moins y et moins z, eh bien je vais obtenir x moins x qui fait 0, y moins y qui fait 0 et z moins z qui fait 0. Donc oui, je peux bien obtenir un vecteur, et d'ailleurs il n'y en a rien qu'un, de R3, qui est le symétrique ou l'inverse. Et donc ce vecteur-là, on va le noter moins v ou moins x, y, z, et on retrouve bien les notations que vous connaissez déjà. La prochaine propriété, alors, je vais prendre mon vecteur, alors pareil, x, y, z, et je vais le multiplier par mu. Alors ça me donne, eh bien, mu x, mu y et mu z. Maintenant, si je calcule lambda fois ce vecteur, allez, je vais le rajouter ici, hop, lambda fois ce vecteur, ça me fait lambda mu z, mu x, pardon, lambda mu y et lambda mu z. Alors encore une fois, j'ai mis des parenthèses ici pour montrer que on fait lambda fois le vecteur mu v, mais je peux très bien les enlever. Ce sont des nombres réels, des nombres classiques qu'on a dans les coordonnées. Si je fais lambda fois mu, le tout fois v, je vais avoir quoi? Ouais, je vais mettre x, y, z quand même. Je dois garder les mêmes notations. Allez. Qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, je vais avoir lambda mu fois x, lambda mu fois y, et lambda mu là, hop, fois z. Et là, encore une fois, j'ai laissé les parenthèses pour bien montrer le calcul qu'on est en train de faire. Mais ce sont des nombres. Et donc, lambda fois mu x, c'est pareil que lambda mu fois x, c'est pareil que lambda mu x sans aucune parenthèse. Donc oui, j'ai bien l'égalité des premières coordonnées, de la même façon que j'aurai l'égalité des deuxièmes et l'égalité des troisièmes. Donc oui, j'ai bien l'égalité, ma propriété B1 est bien vérifiée. La suivante, alors, pareil, on va faire lambda plus mu fois le vecteur x, y, z. Bon, on va avoir tout simplement lambda plus mu fois x, lambda plus mu fois y, et lambda plus mu fois z. Allez, je vais le développer pour cette fois. Ça nous donne donc lambda x plus mu x, lambda y plus mu y, et lambda z plus mu z. Lorsque je fais lambda x, y, z, plus mu x, y, z, eh bien j'ai quoi? J'ai lambda x, lambda y, lambda z, plus mu x, mu y et mu z. Et somme de deux vecteurs, ça me donne lambda x plus mu x, lambda y plus mu y, et lambda z plus mu z. Donc oui, on voit qu'on a bien l'égalité. B3, alors, on va faire, on va dire que U, c'est x1, x2, x3. V, on va prendre y1, y2, y3. Donc, lambda fois U plus V. Ça va me faire lambda fois x1 plus y1, x2 plus y2,
et x3 plus y3, c'est-à-dire lambda x1 plus y1, lambda x2 plus y2 et lambda x3 plus y3, c'est-à-dire lambda x1 plus lambda y1, lambda x2 plus lambda y2 et lambda x3 plus lambda y3. Et lorsque je vais faire lambda u plus lambda v, j'ai quoi? J'ai donc, allez, on va l'écrire plus vite, lambda x1, lambda x2, lambda x3, plus lambda y1, lambda y2, lambda y3, et on va retrouver exactement le vecteur qu'on a juste au-dessus. Je ne vais pas l'écrire ici parce qu'il va me manquer un tout petit peu de place, mais vous voyez que oui, on tombe exactement sur ce vecteur-là. Donc oui, j'ai bien l'égalité, quel que soit le réel lambda et quels que soient les vecteurs u et v. Dernière propriété, quand je fais 1 fois le vecteur x, y, z, qu'est-ce que j'ai? Eh bien j'ai 1 fois x, 1 fois y et 1 fois z, c'est-à-dire x, y, z, et donc oui, j'ai bien l'égalité ici. Donc on a vérifié que les 8 propriétés sont bien vraies, sont bien vérifiées, donc oui, R3 muni des règles usuelles d'addition et de multiplication par un scalaire est bien un espace vectoriel. Donc, l'exemple fondamental d'espace vectoriel qu'il faut garder à l'esprit, c'est le plan R2 ou l'espace R3. Ce que je viens de démontrer ici sur R3, bien évidemment, ça se fait exactement de la même façon pour R2, vous avez juste une coordonnée en moins. Donc, ça veut dire qu'il faut garder en tête ce que vous avez fait au lycée sur R2 et R3. Attention quand même. Quand vous étiez au lycée, vous avez parlé de R2 et R3 en termes de géométrie. Et plus que ça, en termes de géométrie affine. La grande différence avec ce qu'on va faire ici, c'est que vous aviez la notion de point. Alors que nous, ici, on n'a que la notion de vecteur. On n'a pas de point. Donc, déjà, ça veut dire qu'il n'y a pas d'origine à notre R2 ou R3. On n'a pas un point. Le point A, ça n'existe pas. Et quand on va parler de vecteur, eh bien c'est pareil, j'ai pas de point auquel accrocher un vecteur. Le vecteur AB, ça ne va avoir aucun sens dans ce qu'on va faire ici en algèbre linéaire. Donc, oui, il faut se référer à ce que vous connaissez parce que, en fait, c'est un cas particulier. Mais le point de vue est un petit peu différent, donc il faut faire attention à ça. Si vous voulez vous référer à ce que vous avez fait en géométrie, oui, vous pouvez considérer R2 et R3 comme vous les avez vus au lycée, mais attention, vous prenez des vecteurs et pas des points, et tous ces vecteurs, vous les attachez à l'origine. Même si l'origine n'a pas de sens, mais forcément, il faut rattacher les choses à l'origine. Donc tous vos vecteurs, vous les attachez à l'origine, on le verra, les droites, oui, on aura des droites, mais il faudra qu'elles passent par l'origine, etc. D'accord? Donc, c'est pas tout à fait la bonne vision qu'il faudrait avoir, mais ça peut vous aider de vous référer à ce que vous connaissez de la géométrie, en gardant bien en tête, il n'y a pas de points, il n'y a que des vecteurs, et tous les vecteurs, on les accroche à l'origine. Ils ont tous le même point de départ, on va dire ça comme ça. Bon, mais des espaces vectoriels, il y en a beaucoup d'autres que juste R2, R3. Alors bien évidemment, ça marcherait pour R4, R5 ou Rn de façon générale. Mais il n'empêche qu'il y en a encore beaucoup d'autres, des espaces vectoriels. Par exemple, l'ensemble des matrices de taille NP, des matrices réelles, eh bien c'est un espace vectoriel avec les règles usuelles d'addition et de multiplication par un scalaire. Je vous laisserai regarder les vidéos dédiées aux matrices pour ça. Donc, on a, oui, une loi de composition interne, puisque quand on fait la somme de deux matrices de taille NP, eh bien ça nous donne une nouvelle matrice de taille NP. On a bien une loi de multiplication externe, puisque quand je multiplie
quand je fais la multiplication d'un réel avec une matrice de taille NP, ça me donne une matrice de taille NP. Et ensuite, les autres propriétés, eh bien, je ne vais pas vraiment démontrer quoi que ce soit ici, parce que finalement, si on regarde bien, toutes ces propriétés-là, on les a vues dans le cours, dans les définitions des matrices et des opérations sur les matrices. Donc oui, l'associativité, c'est une des propriétés qu'on a vues sur la somme de deux matrices. La commutativité aussi. Attention, hein, là on a bien la commutativité de la somme de deux matrices. Je ne fais pas de produit de matrice, hein, là je fais bien la somme. Donc oui, la matrice A plus la matrice B, c'est pareil que la matrice B plus la matrice A. Le neutre, est-ce qu'il existe un neutre? Bien oui. Le neutre, c'est la matrice nulle, donc matrice nulle, on l'a noté aussi 0 NP, hein, donc la matrice de taille NP qui n'a que des zéros dedans. Pour l'inverse ou le symétrique, bien oui, ça fait partie des propriétés qu'on a vues sur la somme des matrices. C'est tout simplement, donc moins A, c'est la matrice où vous mettez des moins à chacun des coefficients de la matrice A. Ensuite, eh bien oui, lorsque je fais lambda fois mu A, c'est pareil que lambda mu fois A. Encore une fois, c'est une propriété qu'on a vue sur les matrices. Lambda plus mu fois la matrice A, c'est bien lambda A plus mu A. C'est également une propriété de la somme des matrices. Lambda fois A plus B, eh bien oui, c'est lambda A plus lambda B. Encore une fois, ça fait partie des propriétés des sommes de matrices. Donc tout ça, hein, ça marche bien parce que quand on fait la somme de matrices, ça se fait terme à terme. Et puis quand on fait le produit par un réel, ça se fait aussi terme à terme. Donc c'est pour ça que tout ça fonctionne très bien. Et le dernier, bah oui, quand je fais 1 fois V, 1 fois A plutôt, ça revient à multiplier tous les coefficients de A par 1, c'est-à-dire que j'ai rien fait. Donc oui, ça me donne bien A. Donc oui, l'ensemble des matrices de taille NP est un espace vectoriel avec les règles usuelles d'addition et de multiplication. Attention, hein, il faut bien fixer la taille des matrices. Mais une fois qu'on l'a fixée, il n'y a pas de souci, ça donne un espace vectoriel. Donc, on voit ici que, bah oui, on peut former des espaces vectoriels avec autre chose que juste R2, R3. On a des matrices. Et donc, ça veut dire aussi que les matrices de taille NP, on peut les considérer comme des vecteurs, dans le sens où ce sont des éléments d'un espace vectoriel. Allez, un autre exemple. L'ensemble de toutes les fonctions qui vont d'un intervalle AB dans R est un espace vectoriel avec les règles usuelles d'addition et de multiplication par un scalaire. Alors je vais rappeler ce que c'est. Donc la fonction f plus g, eh bien on va la définir en disant que pour tout x dans l'intervalle AB, f plus g de x, eh bien c'est tout simplement f de x plus g de x. Et puis lambda f, hein, lambda un réel quelconque, on va le définir en disant que pour n'importe quel réel x dans AB, eh bien lambda f de x, c'est égal à lambda fois f de x. Et on a bien un espace vectoriel. Pourquoi? Bah, la loi plus, c'est bien une loi de composition interne. Je prends deux fonctions qui vont de A à B dans R, je fais la somme, bah vous voyez que oui, ça me donne bien une fonction qui va de AB dans R. De la même façon, quand je prends une fonction de AB dans R, que je la multiplie par un réel, ça me donne bien une fonction qui va de AB dans R. Et est-ce que les propriétés sont vérifiées? Alors, je vais prendre f, g et h, trois fonctions qui vont de AB dans R. Est-ce que j'ai bien l'égalité ici? Alors, pour ça, je vais prendre x qui est dans AB. Quand je fais f plus g de x, bah ça c'est f de x plus g de x. Quand je fais maintenant f plus g le tout plus h de x, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne donc somme de deux fonctions, j'ai donc f plus g de x plus h de x, et f plus g de x, on a dit, c'est f de x plus g de x.
Donc j'ai f de x plus g de x plus h de x. Je vais aller un tout petit peu plus vite maintenant. Si je fais f plus g plus h de x, qu'est-ce que ça me donne? Eh bien j'ai f de x plus g plus h de x. Oui, mais ça, c'est f de x plus g de x plus h de x. On a donc montré que pour tout réel x dans AB, j'ai f plus g plus h le tout de x qui est égal à f plus g plus h le tout de x, c'est-à-dire que j'ai montré que f plus g plus h est égal à f plus g plus h. Et donc oui, la première propriété est bien vraie. Encore une fois, je redis, je ne démontre pas, je n'écris pas les choses tout à fait correctement, je donne l'idée principale. Bon, pareil, je prends x dans AB. Quand je fais f plus g de x, eh bien j'ai f de x plus g de x. Et lorsque je fais g plus f de x, qu'est-ce que j'ai? J'ai g de x plus f de x. Bon, bah, f de x et g de x, ce sont deux nombres réels. Donc f de x plus g de x est bien égal à g de x plus f de x. Donc c'est vrai pour tout x dans AB, ce qui veut dire que f plus g, c'est bien égal à g plus f. Est-ce que je peux trouver un neutre, c'est-à-dire une fonction qui va de AB dans R, telle que quand je fais la somme avec n'importe quelle fonction, ça me donne la fonction? Eh bien oui, tout simplement, on va définir la fonction nulle comme étant la fonction donc, qui va de AB dans R, qui a un x associe 0. Et quand je vais faire 0 plus f de x, qu'est-ce que ça va me donner? Je vais avoir 0 de x, alors la notation n'est peut-être pas très très bien choisie, mais ça c'est quand même parlant, plus f de x, c'est-à-dire 0 plus f de x, c'est-à-dire f de x. Et ça c'est vrai, quel que soit x dans AB, donc oui, j'ai bien un neutre qui existe, c'est la fonction neutre, la fonction nulle, c'est celle qui à n'importe quel x associe 0. Est-ce que je peux trouver un inverse? Eh bien, oui. Si je prends moins f, qui est la fonction qui va de AB dans R, définie par x associe moins x, eh bien, quand je vais faire f plus moins f de x, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens f de x plus moins f de x, moins f de x, j'ai donc f de x moins f de x, ce qui me donne 0. Et donc, quel que soit le x, quand je fais f plus moins f de x, j'obtiens 0, ce qui veut dire que f plus moins f, eh bien c'est bien égal à ma fonction nulle qu'on a définie juste avant. Allez, encore 4 propriétés. Lambda fois mu fois f de x, encore une fois, je prends x dans AB, ça me donne quoi? Ça me donne lambda fois mu f de x, comme ça. Mais ça, c'est quoi? C'est lambda fois mu f de x, comme ça, c'est-à-dire lambda mu f de x. Et quand je fais lambda mu f le tout de x, j'obtiens lambda mu fois f de x. Bon, je peux enlever les parenthèses, j'ai 3 réels, il n'y a pas d'ordre dans mon produit. Donc oui, ça marche bien. Allez, encore 3. Lambda plus mu f le tout de x. Eh bien, je vais avoir lambda plus mu fois f de x. Je peux développer, c'est que des réels, donc lambda f de x plus mu f de x. Lorsque je fais lambda f plus mu f de x, j'ai quoi? J'ai lambda f de x plus mu f de x, c'est-à-dire lambda f de x
plus mu f de x. Et oui, encore une fois, j'ai bien l'égalité. Lambda fois f plus g, le tout de x, eh bien c'est lambda fois f plus g de x, c'est-à-dire lambda fois f de x plus g de x, c'est-à-dire lambda f de x plus lambda g de x. Et quand je fais lambda f plus lambda g de x, j'ai quoi? J'ai lambda f de x plus lambda g de x, c'est-à-dire lambda f de x plus lambda g de x. Encore une fois, j'ai l'égalité. Allez, la dernière. 1 fois f de x, c'est 1 fois f de x, c'est-à-dire f de x. Donc on vient de voir que oui, les 8 propriétés sont bien vérifiées par les fonctions qui vont dans l'intervalle AB dans R. Donc oui, c'est encore un espace vectoriel. Et donc, les fonctions de AB dans R sont des vecteurs, dans le sens que ce sont des éléments d'un espace vectoriel. Alors je vous ai donné ici 3 exemples, dans des cas différents. On peut en donner beaucoup d'autres. D'ailleurs, si on prend les fonctions, on peut prendre d'autres types de fonctions que les fonctions qui sont définies de AB dans R. Il y en a bien d'autres qui vont définir des espaces vectoriels. Attention, très important, les notations 0 et -v que j'ai introduites dans les propriétés A3 et A4 peuvent induire en erreur. Dans les exemples qu'on a vus précédemment, ça marche bien, c'est les notations usuelles. Par contre, c'est pas forcément toujours le cas. En fonction des lois qui vont être définies, en fonction de la façon dont on va définir la somme de deux vecteurs ou le produit d'un vecteur par un réel, eh bien, le neutre pourra ne pas être 0 ou le symétrique pourra ne pas être juste -v. Et encore une fois, je l'ai déjà dit mais je vais réinsister, faites bien attention, le 0 qui apparaît dans la propriété A4, c'est bien le neutre qu'on trouve à la propriété A3. Donc si le neutre ce n'est pas 0, ça veut dire que dans la propriété A4, on ne va pas écrire 0. Faisons un petit exemple. Prenons R2, tout simple. Simplement, je vais changer la façon dont je vais faire la somme de deux vecteurs. Au lieu de dire x1 plus x2 c'est plus y1, non, x1 x2 plus y1 y2 c'est x1 plus y1 x2 plus y2, vous voyez que je vais rajouter ici plus pi et moins racine de 2 à la deuxième coordonnée. J'ai le droit de faire ça. Après, est-ce que c'est un espace vectoriel? On va voir. Alors, on a bien évidemment une loi de composition interne, puisque je fais la somme de deux vecteurs de R2, ça me donne un vecteur de R2. J'ai bien une loi de multiplication externe, c'est la même loi qu'on a l'habitude, donc oui, ça marche bien. Et maintenant, est-ce que les propriétés sont vraies? Eh bien, quand je vais faire, alors je vais aller un petit peu plus vite, ouais, non, U, ça va être x1, x2, V, ça va être y1, y2, et W, on va prendre Z1, Z2. Bon, quand je fais U plus V plus W, j'ai quoi? J'ai alors U plus V, ça me fait x1 plus y1 plus pi, et x2 plus y2 moins racine de 2. Ça, j'additionne Z1, Z2, donc je vais avoir x1 plus y1 plus pi, plus z1 plus pi, et je vais avoir x2 plus y2 moins racine de 2, plus z2 moins racine de 2. Et puis quand je vais faire u plus v plus w, je vais avoir donc x1, x2 plus alors y1 plus z1 plus pi, et y2 plus z2 moins racine de 2. Et donc je vais avoir x1 plus y1 plus z1 plus pi, et x2 plus y2 plus z2 moins racine de 2 moins racine de 2.
Et on voit que oui, on a bien l'égalité entre ce vecteur-là et ce vecteur-là. Je n'ai pas regroupé les pieds et les racines de 2, mais vous voyez que oui, c'est bien la bonne chose. Donc j'ai l'associativité. Pour la commutativité, bon voilà, allez, je ne prends pas la peine de tout écrire, on va avoir x1 plus y1 plus pi, x2 plus y2 moins racine de 2, ou on inverse le x1 et le y1 et le x2, y2, ce sont des nombres, ça va bien marcher. Ce qui m'intéresse plus, c'est le neutre. Est-ce que je vais obtenir un neutre? Donc, je pars de x1, x2, je veux lui additionner un vecteur de R2, et je veux qu'à la fin, ça me donne x1, x2. Est-ce que je peux trouver un vecteur neutre qui va me donner ça? Oui, mais attention, si je prends 0, 0, si je prends 0, 0, vous voyez qu'ici, on va avoir x1 plus pi et x2 moins racine de 2. Pour avoir x1, x2, il faut que je prenne moins pi, racine de 2. Comme ça, quand je vais faire la somme des deux, je vais avoir x1 moins pi plus pi, c'est-à-dire x1, et x2 plus racine de 2 moins racine de 2, c'est-à-dire x2. Donc oui, j'ai bien un neutre qui existe, mais mon neutre, mon 0 si vous voulez, eh bien c'est le vecteur moins pi racine de 2. Pour A4, maintenant, est-ce que je peux trouver un symétrique? Donc, je prends un vecteur x1, x2. Est-ce que je peux trouver un vecteur de R2 tel que j'obtiens, attention, mon neutre, c'est-à-dire moins pi racine de 2? Oui, mais c'est pas juste moins x1, moins x2. Parce que si je fais ça, je vais obtenir quoi? Je vais avoir x1 moins x1, ok, mais je vais avoir plus pi. Donc il faut que je fasse moins 2pi et plus 2 racine de 2. Comme ça, qu'est-ce que je vais avoir quand je fais la somme? J'ai x1 moins x1, donc j'ai plus de x1, j'ai moins 2pi, plus pi, ça me donne bien moins pi. Et je vais avoir x2 moins x2, plus 2 racine de 2 moins racine de 2, ça me donne bien racine de 2. Donc vous voyez que oui, on a été capable de trouver un neutre et de trouver un inverse, sauf que ce n'est ni 0, ni moins v. C'est un peu plus compliqué, d'accord? Mais ça, c'est mon moins v, si vous voulez. Bon, en réalité, on va avoir quand même des petits soucis avec cet ensemble-là. Alors, non pas avec B1, parce que B1, ça va marcher exactement comme ça marche habituellement. J'ai la loi usuelle. Par contre, par exemple, quand je vais prendre ici lambda plus mu fois le vecteur x1, x2, eh bien, ça va me donner lambda plus mu x1, puis lambda plus mu x2. Donc lambda x1 plus mu x1 et lambda x2 plus mu x2. Et quand je vais faire lambda x1 x2 plus mu x1 x2, qu'est-ce que je vais avoir? Alors c'est lambda x1 lambda x2 plus mu x1 mu x2. Et là, quand je fais la somme, ça me fait lambda x1 plus mu x1 plus pi. Et lambda x2 plus mu x2 moins racine de 2. Et là, vous voyez qu'on n'a pas l'égalité. Donc cette propriété est fausse. Donc on n'a pas un espace vectoriel. On a aussi le problème avec cette propriété-là pour une raison très similaire. Allez, je vais écrire rapidement. U plus V, alors on va dire que U c'est x1, x2 et puis V c'est y1, y2. Donc quand je vais faire ça, je vais avoir lambda fois x1 plus y1 plus pi, et lambda fois x2 plus y2 moins racine de 2. J'ai bien le lambda en facteur de tout. Alors que quand je vais faire lambda U plus lambda V, eh bien je vais avoir lambda x1 plus lambda y1 plus pi, et je vais avoir lambda x2 plus lambda y2 moins racine de 2, et donc si lambda est différent de 1, eh bien je ne vais pas avoir l'égalité. Et la dernière, il n'y a pas de souci, ça marche. D'accord? Donc c'est vraiment B2 et B3 qui ne fonctionnent pas. Donc
non, on n'a pas un espace vectoriel, mais c'est pas du tout à cause du neutre ou du symétrique, hein. Et je redis, on a été capable de trouver un neutre et un symétrique, sauf que c'est pas ceux qu'on a l'habitude, hein, d'avoir, et donc c'est pas vraiment le 0 ou le moins v. Bon, on a quasiment terminé, en tout cas sur les définitions. Notons qu'il y a deux questions types en ce qui concerne les espaces vectoriels. La première, c'est on se donne un ensemble V et deux opérations et on veut s'assurer qu'on a bien un espace vectoriel, donc que les différentes propriétés sont bien vraies. Ou bien on se donne un ensemble et on cherche deux opérations, plus et multiplié par un réel, pour que eh bien, on obtienne bien un espace vectoriel. Et dans ce cas, on dit qu'on munit V d'une structure d'espace vectoriel. Bon, et puis une dernière remarque, un ensemble muni d'une opération plus qui vérifie les propriétés en A, d'accord, donc les 4 propriétés de A, eh bien c'est ce qu'on va appeler un groupe commutatif. Je ne vais bien évidemment ici pas vous parler de groupe, c'est juste pour votre culture personnelle. Voilà qui termine cette première vidéo sur les espaces vectoriels. On va pouvoir passer maintenant à la notion de sous-espaces vectoriels.